Marie-Noëlle Saint-Pierre, donc je vous présente avec plaisir la vie, éthique et cyber-citoyenneté, un regard posé par des jeunes, qui est le résultat du travail qui a été fait l'année dernière, donc 2017, pendant la commission jeunesse 2017-2018, avec tous ceux qu'on a vus, Dominique, Anne-Sophie et Noémie. Noémie qui est maintenant à l'université, qui était au cégep l'année dernière lorsqu'on a fait la commission jeunesse. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, le plan de la présentation, on va commencer par ce qu'est la commission jeunesse exactement, voir le sujet, la cyber-citoyenneté, quelle citoyenneté à l'ère du numérique, pour terminer par les enjeux et les recommandations qui sont incluses évidemment dans le document, les recommandations des jeunes pour les décideurs. Alors, qu'est-ce que la cyber-citoyenneté? Qu'est-ce que la commission jeunesse? La commission jeunesse, c'est 3 à 5 cégeps, 3 mois de préparation à l'école, entre 12 et 15 étudiants sur place à Québec lors de 4 jours de délibération pour arriver à un résultat qui est un avis publié. La commission jeunesse existe depuis 2005. On fait des commissions jeunesse aux 2 ans et cette année, c'est la 7e édition de la commission jeunesse. Les objectifs de la commission jeunesse sont d'abord de sensibiliser, donc intéresser les jeunes aux enjeux éthiques des technosciences sur un sujet qui va avoir été proposé par la commission. On va les initier également à la délibération éthique. Ensuite, on veut consulter pour connaître leur avis sur ce thème, le thème qui va avoir été proposé, un thème qui les concerne généralement. Les thèmes sont choisis en fonction des intérêts des jeunes de manière plus particulière. On veut également porter cet avis et les recommandations qui en découlent à l'attention des décideurs. Donc, la préparation qui se fait en amont, qui est dans les 3 premiers mois de la commission jeunesse, c'est la période de travail dans les cégeps. Ils ont comme objectif là, de lire la documentation sur différents aspects du thème et en discuter en groupe. Le thème principal est généralement découpé. Dans le cas de la cyber-citoyenneté, le thème était découpé en citoyenneté, en démocratie, médias sociaux et vie privée. Donc, les jeunes ont, à travers différentes simulations, ils ont regardé ces différents thèmes-là et en ont discuté pour ne pas épuiser le sujet de la cyber-citoyenneté, mais bien garder ce thème global-là pour la période là, de 4 jours qui a été faite ici. Donc, ils ont la documentation qui est préparée par la commission en sciences et en technologie. Ils lisent la documentation, ils en discutent. Pour s'initier à la délibération éthique, ils font des mini-commissions. À Brébeuf, je sais qu'ils en ont fait devant le public, devant le public en salle, avec d'autres personnes que ceux qui étaient inscrits. Excuse-moi, c'est pas tout à fait... Je réponds des mensonges un peu. Avec des jeunes qui n'étaient pas inscrits à l'activité, mais qui pouvaient eux aussi participer à cette délibération éthique-là à l'intérieur des mini-commissions. Et ils apprennent aussi à rédiger, ils commencent à rédiger des synthèses sur chacun de ces thèmes découpés-là pour se préparer à la période là, de 4 jours où tout le monde est mis ensemble. Donc ensuite, lorsqu'ils arrivent aux séances de travail ici à Québec, c'est les 3 cégeps. Cette année, il y avait 3 cégeps qui étaient invités. Il y avait donc Brébeuf, Jonquière et il y avait également le cégep de Limoilou. Des étudiants de ces différents cégeps-là étaient venus représenter, sont nommés par leur groupe pour venir représenter le résultat de leur délibération faite en groupe dans chacun des cégeps, pour ensuite venir le faire en séance de travail ici. Ça se faisait sur le modèle du jury citoyen. Peux-tu changer? Merci. Sur le modèle du jury citoyen. Donc, il y a une période de travail ici où on passe dans des alternances de travail en petits comités et le travail en plénière. L'idée, c'est d'enrichir L'idée de la commission en faisant ce travail-là, c'est d'enrichir le débat public en relayant la perspective des étudiants. Donc, il faut qu'ils arrivent à un consensus. Il faut qu'ils arrivent à avoir quelque chose que nous, on peut mener plus loin. Donc, on les interroge. Ils ont la possibilité d'interroger des témoins experts. On invite des experts sur le sujet à venir compléter leur réflexion, à être sur place pour pouvoir répondre à leurs questions directes. Ils doivent délibérer en grands groupes et en petits groupes en vue d'atteindre un consensus pour aboutir à des recommandations que nous, on va se charger de porter par la suite. L'objectif final, évidemment, c'est de préparer les jeunes à se positionner sur des enjeux de société.
Le rôle de la commission ici, c'est d'encadrer la réflexion et la discussion, de recevoir les recommandations des jeunes et de les commenter. Donc, les membres de la commission ne sont pas nécessairement derrière les recommandations, en ce sens où les recommandations viennent spécifiquement des jeunes. Les membres de la commission peuvent les appuyer et les commenter, et ensuite, s'ils le jugent pertinent, ils peuvent les apporter et directement, les adresser directement aux décideurs. Voilà. Je pense qu'on peut laisser la parole peut-être un instant aussi à aux deux porte-paroles pour parler un peu de l'expérience, dans le fond, de comment ça s'est passé pour vous, la commission jeunesse, puis un peu aussi quelles étaient vos motivations lorsque vous avez commencé à aborder le thème d'une part dans vos sujets respectifs, mais ensuite lorsque vous êtes arrivé au jour de délibération. Donc, c'est un peu comme Marie-Noël expliquait. Donc, on s'est préparé, moi personnellement, au cégep de Jonquière, exactement avec des discussions éthiques sur différents sujets pour justement un peu apprendre comment apporter nos opinions, nos points de vue, parce qu'un débat éthique, c'est un peu différent des débats qu'on fait en classe, dans le sens que les débats qu'on fait en classe, il faut comme qu'il y ait un gagnant, il faut que chacun dise oui ou non, il n'y a pas de juste milieu, alors qu'un débat éthique, c'est dans le but de trouver une solution, de trouver un terrain d'entente. Donc ça a été super intéressant pour un peu se pratiquer, préparer aussi nos points de vue pour la commission. Et ensuite, c'est ça, pendant la commission, on fait discuter en grand groupe. C'était super intéressant de voir un peu les gens qui venaient d'un peu partout, comme je le disais un peu plus tôt à la conférence de presse. Noémie vient de Montréal, je viens de Jonquière. C'est super loin physiquement, mais à cause qu'on vient de la même génération, c'était intéressant de voir à quel point ça pouvait se ressembler, les manières dont on réfléchissait et finalement, notre but global était quand même le même si on venait d'horizons différents. L'Internet permet la démocratie au niveau que tout le monde, peu importe d'où on vient, de background social, on va dire, ça élimine ces barrières-là, justement. On est tous un citoyen, nous avons tous un devoir à accomplir sur l'Internet. Donc, par exemple, que je sois de Montréal ou qu'elle soit de Jonquière, on a notre mot à dire, c'est ce qu'on veut. On a des idées qu'on cherche à accomplir par des moyens quelconques. Grâce à l'Internet, on a cet espace pour délibérer, pour pouvoir exprimer justement ces idées qui, espérons-le, vont changer quelque chose sur cette planète Terre. Donc, je vais reprendre la parole ici. L'édition 2017-2018 de la Commission jeunesse portait sur la cybercitoyenneté, plus spécifiquement, dans le cœur du sujet. Derrière ça, bien, au début même des discussions, plusieurs éléments d'actualité ressortaient comme étant des motivations pour déjà nous orienter dans la manière d'aborder les thèmes. Donc, déjà le mouvement MeToo qui était là, donc le mouvement de dénonciation, comment il y a une forme à la fois d'empowerment, d'autonomisation, de renforcement qui peut se faire par ce genre de mouvement-là, de solidarité, dans le fond, qui se crée aussi dans les espaces numériques. Il y avait des questionnements aussi sur la notion de neutralité du net, par exemple, qui était remise en question assez fortement aux États-Unis, avec des questionnements sur ce que ça peut avoir comme conséquences, répercussions sur nos législations ici au Québec et au Canada. Des réflexions autour de l'adoption du logiciel libre, de l'opacité de certaines plateformes numériques, la difficulté d'avoir accès vraiment à comment fonctionnent ces plateformes, qu'est-ce qu'elles recueillent sur nous, qu'est-ce qu'elles font avec ces données. Évidemment, on en arrière-plan tout le scandale qu'on a pu connaître à la suite, qui a été révélé à la suite dans le compte de la Commission jeunesse, et qui déjà, les réflexions qui avaient été faites par les membres ici nous donnaient des outils pour le penser, tout ce qui est le scandale de Cambridge Analytica, évidemment, aux États-Unis, où on voit que l'utilisation de données personnelles, bien au-delà de créer un envahissement dans le fond de la vie privée des individus, va même jusqu'à des fois avoir des répercussions dangereuses sur les institutions démocratiques. Donc, un des points de départ, dans le fond, lorsqu'on parle de cybercitoyenneté ici, c'est de se demander, justement, dans cet univers numérique-là qui est de plus en plus présent, qui est de plus en plus envahissant, disons-le, dans la vie de chacun, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, être citoyen? Est-ce qu'on est encore citoyen de la même manière aujourd'hui qu'on pouvait l'être avant l'avenue d'Internet? Et derrière ça, il y a aussi l'idée de voir l'Internet, le web, comme un espace public. Donc, un espace qui n'est pas uniquement
justement un lieu de rencontre privé, mais vraiment au sens d'un espace public, d'un lieu où tout ce qui est accessible à tous, où tout citoyen peut circuler, se rassembler. Un lieu où il y a délibération, discussion, prise de décision publique. Et donc, ce genre, le concept d'espace public qui peut se matérialiser, dans le fond, non pas uniquement dans une grande agora où les gens se rencontrent, dans une rencontre de consultation publique, mais aussi dans des lieux qui sont plus abstraits, ou du moins des lieux virtuels, tels que l'Internet, comme les réseaux sociaux, comme différentes plateformes, des blogs, ou même des sections commentaires des journaux, et même les journaux électroniques maintenant aussi. Donc, l'idée derrière ça, encore une fois, le numérique semble changer, ou peut changer la manière dont on est citoyen. Et c'est à partir de cette question-là qu'on se demande qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, être citoyen aujourd'hui à l'ère du numérique. Donc, les participants de la commission jeunesse sont partis en fait d'une catégorisation là, de 3 grandes dimensions, si on veut, de la citoyenneté. D'une part, un statut, ensuite un rôle social, et enfin un ensemble de valeurs. Donc, comme statut, on parle évidemment du fait d'être citoyen, le fait d'appartenir, si on veut, à une certaine juridiction, donc à un État, et de ce fait-là, de ce statut-là, d'être aussi titulaire de droits de liberté garantis par l'État, mais aussi de responsabilités qui viennent avec le statut. Donc, un élément particulier, évidemment, dans le monde numérique, c'est que la notion de territoire est nécessairement problématique. On n'est plus dans un rapport où on peut dire je suis citoyen canadien, je suis donc résident sur le territoire canadien, les lois du Canada s'appliquent à moi sur ce territoire. Je peux être chez moi et être en conversation avec des gens partout dans le monde sur Internet, faire affaire avec des plateformes qui sont situées dans différentes juridictions. Et donc l'influence de tout un chacun dans cet univers-là qui est à la fois réglementé, mais en même temps très difficile à réglementer pour les États, amène à revoir un peu la manière dont on peut se positionner par rapport à celui qui offre le statut un cyber-citoyen ou une citoyenneté à l'ère du numérique. Ça doit nécessairement aller au-delà de ce rapport-là uniquement à un État territorialement situé. Mais malgré tout, par ce statut-là, on dit que ça nous amène d'être titulaire de certains droits et libertés. La réflexion derrière ça, c'est quand même que ces droits-là, ces éléments-là qui sont fondamentaux, doivent demeurent valides. Donc, les citoyens, même à l'ère du numérique, ont droit de réclamer c'est ça, la liberté d'expression, le droit à la sécurité, le droit à la vie privée, qui sont parfois malheureusement mis à mal dans le monde numérique. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réaliser encore ces droits-là, ces libertés-là et les responsabilités qui s'y attachent dans un monde numérique qui n'a plus justement les mêmes caractéristiques que l'État territorialement situé. Ensuite, un rôle social. On peut être des citoyens plus ou moins actifs dans la vie, donc avec une participation plus ou moins active à la vie démocratique de notre collectivité. Mais quand même, être citoyen, c'est, en général, s'informer, prendre position sur des enjeux de société, délibérer avec nos pairs, s'assurer que chercher à être inclus et à inclure le plus de gens possible à l'intérieur de la prise de décision. Et donc, dans ce rôle-là, évidemment, on peut l'exercer de manière traditionnelle, mais il s'exerce aussi dans le monde numérique. Et un élément important, lorsqu'on parle d'un rôle social, on parle de certaines exigences, si on veut, qui reviennent à l'individu, mais aussi, on ne peut pas réaliser son rôle social sans être dans un environnement qui est propice à cette réalisation-là. Donc, il y a tout aussi une contrepartie nécessaire dans la réflexion, qui est celle de dans quel environnement social, politique, avec quelles institutions on peut bien améliorer la participation citoyenne, améliorer les conditions d'exercice de la citoyenneté. Et évidemment, là, la question, c'est dans quel environnement numérique est-ce qu'on peut... quelles sont les caractéristiques d'un environnement numérique qui est propice à la réalisation de ce rôle-là. Enfin, un ensemble de valeurs. La citoyenneté, n'a pas été comprise, du moins, de manière neutre. C'est-à-dire qu'on comprend d'emblée certaines valeurs. On le voit, en fait, corollaire du statut, le respect, au moins pour les droits et libertés de nos concitoyens. Des valeurs comme la civilité, le civisme et aussi la solidarité. Donc, le fait de pouvoir se sentir membre d'un collectif, d'une collectivité, et d'y participer activement pour le bien commun.
ça fait partie de la définition de la citoyenneté qui a été retenue. Et encore une fois, ces valeurs-là, ce n'est pas uniquement pour guider l'action individuelle, mais c'est aussi pour nous guider dans la manière dont on construit nos environnements, notamment les environnements numériques. Ça nous amène à vraiment différentes questions. D'une part, il y a un enjeu d'éducation pour pouvoir mettre en œuvre dans ce nouvel environnement-là un ensemble de normes, de valeurs relatives à la citoyenneté. Mais aussi, comment faire du monde numérique un espace public où les individus peuvent exercer leurs droits et remplir leurs devoirs de citoyen. C'est une question fondamentale des jeunes lors de cette édition-là. Donc, une question d'ajustement pour les individus dans un nouvel environnement, mais aussi une question d'ajustement, une configuration de cet environnement-là. Ce qui fait en sorte que les membres de la commission jeunesse ont été appelés à s'adresser, à interpeller directement leurs confrères et particulièrement le gouvernement, les élus, pour agir, pour améliorer l'environnement numérique. Autre élément encore, comme je disais, c'est aussi une responsabilité collective. J'en ai parlé un peu plus tôt, je n'y reviendrai pas plus qu'il faut, mais bon, Cambridge Analytica, on a un bon exemple à ce moment-là où, effectivement, l'individu est extrêmement faible, si on veut, par rapport à plusieurs caractéristiques du monde numérique. La notion de consentement semble insuffisante pour pouvoir régir les rapports entre des gens du numérique, des tiers qui peuvent accéder à certaines données et les utilisateurs et producteurs de données. Et, comme on l'a vu, ça va au-delà des failles de confidentialité, mais bien jusqu'à mettre en cause l'intégrité même des processus des institutions démocratiques. Donc, évidemment, réfléchir à ça, vous en conviendrez que c'est un projet qui est immense. C'est un projet qui... on vous parlait de 4 jours de délibération tantôt. Donc, modérez vos attentes. Mais c'est un projet qui a été vraiment mené de main de maître, en fait, par les 12 jeunes qui ont participé à la commission cette année. Et une manière, notamment, de se donner un portrait assez large, d'aborder ce genre d'enjeu-là qui est immense, c'est justement de se donner des grands principes, se donner des grandes lignes pour réfléchir à ça. Donc, un des extrants, si on veut, de la Commission jeunesse, c'est un projet de charte de la citoyenneté à l'ère du numérique, qui, justement, cherche à systématiser, sous la forme de grands principes, l'ensemble des discussions qui ont été faites par les jeunes lors des journées de délibération, pour répondre aux enjeux. C'est un objectif aussi qui est loin d'être une fin en soi. Le but est de soumettre ce projet de charte-là à l'ensemble de la population, à leurs pairs, de pouvoir susciter réaction et discussion et, dans le meilleur des mondes, mener à la formulation de principes qui pourraient faire consensus au sein de la société québécoise pour qu'on puisse se donner, justement, collectivement, les outils pour répondre aux enjeux de la citoyenneté numérique aujourd'hui. Donc, la voici, la charte, vous en avez une copie à la sortie. Donc, elle est disponible aussi sur notre site Internet. Et je vous invite à en prendre connaissance. Elle est constituée de 5 grands enjeux. Donc, pour chacun de ces 5 enjeux-là sont détaillés davantage dans la vie. Évidemment, on va avoir l'occasion de revenir sur plusieurs éléments de la vie dans la suite de la présentation. Donc, déjà, vous pouvez voir les 5 grands enjeux qui ont été retenus. Et à l'intérieur de ces enjeux-là, on a 9 principes en tout. Donc, 9 grands principes qui constituent, on peut dire, la base, ce qui est présenté comme la base de la réflexion autour de cette question-là, avec espoir d'avoir une bonification critique et d'aller plus loin avec ça, de faire évoluer, dans le fond, ce travail-là qui a été fait par les jeunes de la Commission de jeunesse. Donc maintenant, le cœur même de cet avis, les enjeux et les recommandations. Donc, avant tout, c'est important de dire, quand on a reçu ces 12 membres jeunesse, donc provenant de 3 cégeps différents, on leur a dit, nous, que c'était nos espoirs. Et nos espoirs étaient notamment qu'ils soient audacieux dans leurs réflexions, dans leurs recommandations. Et de ne pas avoir peur de s'adresser aussi directement au gouvernement, ce qu'ils ont, heureusement, fait abondamment. Donc, on va vous présenter dans la suite de la présentation les recommandations. Vraiment, les recommandations qui ont été donc formulées par les jeunes en réponse aux différents enjeux, des recommandations qui les engagent, eux,
qui représentent leur point de vue sur le thème de la cybercitoyenneté. Donc, première, on pourrait dire, catégorie de recommandations, prévenir et sensibiliser. Alors, je sais pas, tout le monde peut bien lire, je sais pas si c'est trop ici. Ça a du bon sens, parfait. Première recommandation, ben, c'est ça, dans une perspective de sensibilisation, et là, davantage pour toucher les individus. Il y a une volonté, donc, encore une fois, d'éducation que le gouvernement, par différents moyens qui puissent être pris, vise sur la prévention de certains comportements qui nuisent à la qualité du débat démocratique en ligne, notamment donc, le danger des fausses nouvelles, les fameuses fake news, et aussi prendre une prise de conscience plus large sur les actions effectuées sur le web par les différents utilisateurs. C'est une recommandation qui, d'emblée, s'inscrit assez bien dans le plan d'action numérique là, qui a été lancé au printemps dernier par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui vise notamment à renforcer une culture du numérique chez les jeunes, non pas uniquement dans une perspective de développement de leurs habiletés techniques, évidemment, mais dans une perspective d'esprit critique et de meilleure compréhension des codes et des tenants et aboutissants dans le fond du monde numérique pour les préparer à l'exercice justement responsable et critique de la citoyenneté. Ensuite, élément extrêmement important, développer les capacités numériques. Donc, avant tout, qu'est-ce qu'on entend par capacité? Bon, mais certains philosophes et éthiciens ont déjà une bonne idée. C'est un concept qu'on doit à Amartya Sen et à Nathan Nussbaum. En gros, on parle ici non pas uniquement d'accès aux ressources. Hein, lorsqu'on parle de justice, ce n'est pas uniquement une question d'accéder à certaines ressources, donc de distribution des ressources, mais de distribution équitable aussi des capacités entre les individus pour utiliser ces ressources-là, et aussi une distribution équitable des conditions propices à l'exercice de ces capacités-là et à l'utilisation de ces ressources. En gros, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas ici? Ben, ça veut dire que c'est pas suffisant d'avoir accès à du matériel informatique, évidemment, pour devenir un cybercitoyen, pour devenir un utilisateur averti, responsable et critique du web et du numérique de manière plus générale. Ça répond à une conception, on peut dire, enrichie de la fracture numérique. Hein? La fracture numérique où, de base, ce qu'on entendait il y a quelques années, c'était les inégalités dans les conditions d'accès essentiellement au matériel informatique. Mais de plus en plus, et de manière en fait pratiquement universelle maintenant, on entend des inégalités d'accès dans les conditions d'inégalité d'accès, de participation et d'utilisation à un ensemble d'éléments qui appartiennent au monde numérique, donc les réseaux, le matériel évidemment, mais l'information, les connaissances, les compétences aussi pour faire une utilisation de ce matériel-là et de toute l'information qu'on peut trouver aussi en ligne. Donc, c'est une fracture qui se trace à plusieurs niveaux, donc à la fois matériel, donc lié aux conditions d'accès au matériel, cognitive aussi, donc dans certaines capacités à accéder à l'information, générationnelle, parce qu'il y a certaines fractures évidemment entre les générations sur à quel point les gens sont à l'aise avec différents environnements numériques, et sociale plus généralement par les conditions socio-économiques, par juste même la localisation territoriale où on est géographiquement où on est situé. On n'a pas tous accès à Internet haute vitesse encore sur le territoire québécois. Donc, pourquoi ça importe tant que ça, en fait, d'un point de vue de la citoyenneté numérique? C'est, encore une fois, parce qu'on considère le web comme un espace public. Donc, du moment qu'on considère le web ainsi, une exclusion numérique est une certaine forme d'exclusion politique. Et donc, c'est problématique du point de vue de la citoyenneté. À l'inverse, l'inclusion numérique, c'est aussi améliorer l'accès à toute la portion de la vie démocratique qui a lieu sur le web. Et l'inclusion, c'est aussi de fournir, de développer les capacités, les capacités pour participer activement à cette vie-là, cette vie démocratique-là qui se joue en ligne de manière quand même importante encore aujourd'hui. Pour développer davantage sur la recommandation, j'ai invité Anne-Sophie à prendre la parole. Donc, pour ce qui est de la recommandation 2, en fait, ce serait que le gouvernement assume sa responsabilité constitutionnelle en matière d'éducation.
parce qu'on croit que le gouvernement a des comptes à rendre aux gens qui n'ont pas finalement accès à l'outil incroyable qui est l'Internet de nos jours. Parce que si on se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, c'est vraiment fondamental finalement que tous les citoyens puissent avoir accès également non seulement aux outils, mais aussi à comment bien les utiliser. Donc, ça serait finalement les deux parties finalement de cette recommandation-là. Donc, pour ce qui est de la première partie, c'est l'éducation de comment utiliser le web d'une manière qui va vraiment aider à améliorer nos discussions, tout ce qu'on apporte sur le web, il faut l'apporter d'une manière il faut faire attention finalement à comment le faire. Il faut aussi que les gens puissent y avoir accès à des informations qui sont véridiques, qui sont correctes finalement. Puis ça, il faut savoir comment le faire. Puis ça, c'est l'éducation qu'il faut avoir. Puis pour ce qui est de l'accessibilité, c'est vraiment aussi l'accessibilité plus matérielle, comme Dominique expliquait. Si je prends par exemple, moi je viens de Jonquière, puis on est quand même une région assez éloignée, puis il y a encore certaines parties. Moi, je vis dans le centre-ville, donc je suis correcte, mais je veux dire, il y a certains. Si on sort un peu de Jonquière, il y a certaines personnes qui n'ont pas accès finalement au réseau comme nous, on y a accès. Donc, ça, c'est vraiment un déséquilibre puis une injustice finalement par rapport à ces personnes-là qui ont autant de droits que moi d'aller sur Internet pour pouvoir participer à la vie citoyenne sur Internet. Ça. Puis pour ce qui est de la recommandation 3, ça vient aussi dans le sens de développer les capacités, mais plus à place d'interpeller le gouvernement, on interpelle toutes les personnes qui sont finalement des cyber-citoyens qui sont présents sur Internet. Parce que c'est de notre responsabilité à tous de promouvoir le cybercivisme, comme on l'a appelé. Parce que chaque personne, finalement, est un exemple pour une autre. Donc, si on regarde aussi que les parents et tuteurs légaux reconnaissent avoir la responsabilité d'inculquer un bon comportement en ligne à leur enfant, mais c'est un peu comme quand on est petit, qu'on apprend à ne pas mettre les coudes sur la table, mais il faut apprendre aussi comment bien se comporter sur Internet parce que c'est quand même la vie dans le monde réel et tous ces codes doivent aussi pouvoir se transposer sur Internet pour que justement ces débats éthiques ou tout ce qui se passe sur Internet le soit fait de manière correcte et le soit fait de manière qui soit plus civile finalement. Puis aussi que les cyber-citoyens et cyber-citoyennes avertis reconnaissent avoir la responsabilité civique de faire la promotion du civisme dans l'espace numérique. Mais comme je l'expliquais précédemment, il y a certaines personnes, oui, qui ont plus de facilité à utiliser les outils d'Internet. Mais justement, ces personnes-là, même s'ils ne sont pas des parents ou des tuteurs légaux, ont quand même le devoir d'aider les gens qui ont moins de capacités à utiliser cet outil-là d'une manière correcte, à promouvoir justement le cybercivisme parce que, comme je vous disais, on est tous un exemple. Donc, c'est ça, il faut se partager les responsabilités pour être solidaires entre cyber-citoyens pour vraiment avoir un milieu qui va être plus le fun finalement à être dedans. Un des éléments qui est intéressant avec une recommandation comme ça, qui est en lien en fait directement avec un des principes qui est présenté dans la proposition de charte, c'est l'idée d'avoir justement une différenciation dans le niveau de responsabilité en ligne. Hein, parce qu'un des dangers, c'est de redonner à l'ensemble des individus qui ont des capacités très diverses une responsabilité identique, dans le fond, sur la qualité de la vie démocratique sur le web. Et pourtant, en fait, c'est un des principes qui est proposé par les jeunes ici, c'est d'avoir une différenciation, que selon le niveau d'influence, que selon le niveau de connaissance et de capacité, la responsabilité varie, effectivement, dans ce que le cyber-citoyen est appelé à devoir faire sur Internet. Donc, on attend plus des influenceurs, des gens qui ont plus de pouvoir sur Internet. Prochaine grande catégorie, évidemment, la protection des données et aussi de l'autonomie des personnes. On peut difficilement passer à côté. C'est un ensemble de recommandations qui touche un peu davantage, en fait pour la première du moins, qui touche davantage aux
à la protection du consommateur, qui vise à assurer une véritable accessibilité des contenus et des conditions, une véritable accepter des conditions d'utilisation, des politiques de confidentialité. Un des problèmes majeurs au niveau même du consentement et donc de l'autonomie aujourd'hui, c'est le fait que, bon, à peu près personne ne lit le contenu des politiques de confidentialité ou des conditions d'utilisation sur Internet. Et même si on voulait les lire, c'est assez obscur et même, on peut même se douter, volontairement obscur et extrêmement long. Donc, on considère généralement qu'un document peut être disponible en ligne, mais qui n'est pas réellement accessible si le commun des mortels n'est pas en mesure de le comprendre, d'en saisir les tenants et aboutissants et surtout d'en faire la lecture dans un délai qui est raisonnable. Donc, en réponse à tout ça, ce qui est proposé ici, en fait, ce qui est recommandé au gouvernement, c'est de forcer la main, si on veut, aux entreprises numériques pour s'assurer qu'il y ait au moins tout le temps une version vulgarisée, synthétisée des conditions d'utilisation pour permettre une véritable accessibilité. Il y a des outils de vulgarisation qui permettent aussi à la population de faire une utilisation plus tendre de l'ensemble des produits qu'elles peuvent trouver. Donc, ici, c'est adressé directement aux entreprises. Ça peut se faire, évidemment, par le biais de normes dictées par la Commission nationale d'information, par la protection du consommateur, notamment. Et ensuite, bon, protéger les cybercitoyens et cybercitoyennes en modifiant les clauses abusives des contrats d'utilisation. Et on pense à ça, donc la collecte massive de données qui ne sont pas immédiatement pertinentes pour l'utilisation même de l'application dont il est question. Donc, pensons à un jeu bien innocent sur une application mobile qui en profite pour avoir accès aux photos, contacts et micros même des appareils, ce qui est assez fréquent et pourtant absolument non nécessaire au fonctionnement du jeu en question. Donc on s'entend que dans un cas comme ça, le jeu est essentiellement un cheval de Troie pour avoir accès à des données personnelles. Et probablement la portion la plus controversée et audacieuse de la recommandation, c'est de reconnaître la propriété intellectuelle des informations générées par les individus. Donc là, évidemment, c'est un énorme coup d'épée dans le modèle d'affaires d'entreprises comme Facebook, par exemple, ou consorts. L'idée ici, évidemment, c'est pas de partir en guerre ouverte avec le GAFA, avec les géants du web, mais surtout de renverser un peu l'a priori, je pense, derrière tout ça. De dire, avant tout, on devrait considérer que les données qui émanent des citoyens leur appartiennent, et ensuite on verra quelles sont les autres utilisations qu'on peut accepter socialement, au lieu de, au contraire, faire comme si de rien n'était et les laisser, les grands groupes, s'approprier l'ensemble des données générées par les individus. Je vais laisser Marie-Noël parler de la prochaine recommandation qui porte sur le droit à l'oubli, donc une manière de se prémunir aussi des attaques à la confidentialité. Protéger nos données. Alors, une autre recommandation des jeunes qui était en lien évidemment avec la protection des données et l'autonomie, c'est l'idée de protéger cette idée du retrait du droit à l'oubli. Pardon. Alors, l'idée du droit à l'oubli se pose de deux manières, soit par l'effacement des données ou le déréférencement. L'effacement des données concerne le retrait des renseignements sur un site Internet. Alors, lorsque la personne a l'autonomie ou la possibilité d'avoir accès à ces informations et de retirer, pourrait demander à ce que ces informations, qui sont des informations personnelles, même si elles ont été partagées de plein gré, puissent être retirées des sites web où on les retrouve. Le problème, ce qui se pose présentement, c'est que contrairement à auparavant où lorsqu'on publiait quelque chose, les données papier ne restaient pas très très longtemps disponibles. Maintenant, sur le web, la durée de vie de ces documents-là est très très longue et peuvent refaire surface des années et des années plus tard. Alors l'idée, c'est de protéger, que ce soit d'une erreur de jeunesse ou juste de données confidentielles, ou même si elles ne sont pas confidentielles au départ ou si elles ont été partagées de plein gré, qu'on puisse décider de ce qui reste disponible. C'est évidemment difficile de voir ce qui est
de l'intérêt public et ce qui est de l'intérêt privé, choisir la possibilité de déréférencement ou la possibilité de retirer l'information appartient présentement, c'est dans les mains des GAFA, dont parlait Dominique, c'est à eux que revient cette possibilité-là de retirer ou non. L'idée des jeunes ici, c'était de développer une politique de droit à l'oubli qui aurait un peu plus de poids et qui serait un peu plus sévère, qui nous permettrait plus facilement d'évaluer au cas par cas de manière à protéger la vie privée, à la lumière des décisions de la Cour européenne de justice. La Cour européenne de justice a posé récemment une politique de protection des renseignements personnels qui permet ce déréférencement et qui permet l'effacement des données. Le déréférencement, j'en ai pas parlé, le déréférencement, lui, ce qu'il veut dire, c'est de continuer à rendre l'information disponible, mais elle n'apparaît pas à travers les moteurs de recherche. Donc, elle est toujours sur le web, mais elle n'apparaît pas lorsqu'on fait une recherche. Il faut faire une recherche très, très ciblée pour arriver à repérer l'information. Elle n'est plus référencée à travers les autres. Donc, ces deux façons de procéder là, que ce soit l'effacement des données ou le déréférencement, rendent soit impossible dans un cas ou plus difficile de retrouver de l'information sur les personnes privées. L'idée des jeunes, c'était dans cet objectif-là, dans cette recommandation-là, c'était évidemment de rendre plus difficile l'information, de retrouver plus difficilement l'information publiée dans la mesure où il n'y a pas entrave à la justice ou à la sécurité publique. La deuxième partie de la recommandation, Dominique l'a touché, c'était de choisir l'information qu'ils partagent lorsqu'elle est non nécessaire au bon fonctionnement d'une application. Donc, permettre aux personnes qui utilisent une application de se retirer sans pénalité de la collecte d'informations qui n'est pas essentielle et directement en lien avec l'application. Ce que disait Dominique, plusieurs jeux ou même différentes applications des téléphones cellulaires nous demandent de donner accès soit à la géolocalisation ou à nos photos ou aux messages partagés et réutilisent cette information-là sans que ce soit nécessairement notre insu, c'est-à-dire qu'on va donner notre consentement à ça, mais ça n'est pas utile au bon fonctionnement de cette information-là. Donc, les jeunes demandent au gouvernement qu'il y ait un équilibre qui soit fait entre le droit au public à l'information et à la protection des victimes et que le gouvernement donc se positionne pour que des mesures soient prises de manière à protéger la vie privée et l'autonomie des utilisateurs. Autre bloc, en fait, ça c'est une recommandation qui est revenue, en fait, c'est la deuxième fois que ça revient dans les travaux de la Commission jeunesse. En 2015, la Commission jeunesse était penchée sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Et à ce moment-là, elle avait aussi recommandé de favoriser l'adoption des logiciels libres dans les établissements scolaires, dans une perspective d'améliorer l'accessibilité, l'équité entre les établissements, mais aussi dans une perspective pour les étudiants, les élèves, d'avoir un contact possible avec aussi les codes sources, puis donc commencer à apprendre davantage sur ce qui se trouve derrière les logiciels et non pas uniquement de fonctionner avec le superficiel, si on veut, d'interface. Dans le cas qui nous intéresse ici, en fait, lorsqu'on va parler du recours au logiciel libre dans un cadre de cybercitoyenneté, c'est qu'on cherche à s'attaquer au caractère invisible d'une bonne partie de ce qui se passe dans le monde numérique et qui entraîne des asymétries nécessairement entre fournisseurs et utilisateurs et pour lesquels les jeunes ont trouvé que d'avoir du logiciel libre ou en fait des interfaces libres assurait une meilleure transparence, améliorait aussi la confiance entre les fournisseurs et les utilisateurs et avait encore une fois une utilité pour autonomiser les utilisateurs, hein, pour faire en sorte que les utilisateurs soient en mesure d'avoir un certain contrôle sur leur environnement numérique en ayant accès au code source. Donc, encore ici, ce n'est pas uniquement les conditions d'utilisation dont on parlait tantôt qui exigent davantage de transparence, pour lesquels on devrait exiger plus de transparence, mais aussi tout ce qui est les arrière-plans numériques qui doivent devenir plus intelligibles pour les utilisateurs. Donc, la recommandation en tant que telle, c'est d'une certaine manière un retour à une volonté qui avait été exprimée par le gouvernement du Québec en 2013 avec la mise sur pied d'un centre d'expertise en logiciel libre. C'est d'encourager l'utilisation de logiciels libres et ouverts dans les écoles
et dans la fonction publique. Donc, c'est l'ajout de la commission jeunesse de 2018. Déjà en 2015, c'était recommandé d'utiliser dans les établissements scolaires. Maintenant, on demande d'utiliser dans la fonction publique aussi des logiciels libres plutôt que uniquement des logiciels propriétaires. Dernier élément important, mieux séparer les pouvoirs économiques et politiques. Donc, on a déjà eu évidemment, c'est une volonté qu'on a d'emblée pour la citoyenneté, pour la vie démocratique de manière générale. C'est quelque chose qui devrait valoir aussi en ligne. Donc, dans la mesure où on considère qu'un espace public devrait être un espace ouvert, un espace inclusif, un espace qui est à l'abri d'influences indues de la part d'acteurs qui sont plus puissants en raison de différentes ressources supplémentaires qu'ils pourraient avoir, donc économiques ou même symboliques. Donc, on parle des influenceurs importants sur le web, par exemple. Donc, abus d'influence indue de la part du secteur privé, si on veut. Donc, recommandation aussi, numéro 7, pour répondre notamment aussi aux nouvelles réalités qu'amène le numérique sur la vie politique. Donc, d'évaluer les moyens. Donc, c'est une recommandation qui est très vague, si on veut, dans la mesure où c'est très difficile de trouver les moyens adéquats pour répondre à ce genre de problème-là. Donc, des asymétries d'influence qui peuvent être accentuées à l'intérieur du monde numérique. Mais quand même, la Commission jeunesse trouvait ça important de le mentionner et d'interpeller le gouvernement sur cette question-là. Donc, d'évaluer les moyens de limiter l'influence indue qu'un individu ou une organisation peut avoir dans la sphère publique numérique, à l'image de ce qui a été fait à l'époque avec la loi sur le financement des partis politiques. Mais évidemment, avec le même principe en tête, on comprend que ça va être avec des moyens différents. Enfin, élément important sur lequel on va conclure, l'idée de remettre le bien commun vraiment en avant dans l'action du gouvernement par rapport aux environnements numériques, de privilégier par le gouvernement systématiquement les intérêts des citoyens, des cybercitoyens et cybercitoyennes face à ceux des compagnies numériques, et de s'assurer aussi que ces compagnies-là, lorsqu'elles veulent bénéficier d'une présence sur notre territoire, se soumettent aux lois émises et appliquées par le gouvernement dans le but d'assurer le bien-être de la population. Donc, deux portions, évidemment, d'emblée, de fournir un encadrement, en ayant en tête avant tout les intérêts des citoyens, mais aussi de l'appliquer adéquatement par la suite. Donc, cette idée-là, encore une fois, c'est un idéal de pouvoir remettre le bien commun en avant malgré la puissance quand même qu'on connaît des intérêts privés et le fait qu'on agit dans un environnement où l'application d'une juridiction devient problématique. Mais l'idée derrière, je pense, c'est de se donner le droit, ou le devoir même comme société, de poser nos conditions et de préférer des situations où notre cadre légal s'applique. Si on a à choisir entre certaines entreprises locales régies par notre cadre légal ou des entreprises extérieures, je pense qu'un corollaire de cette recommandation-là, c'est de favoriser celles qui se rapprochent le plus de nous et sur lesquelles on a davantage de contrôle. C'est ce qui fait le tour de l'ensemble des recommandations. L'avis contient plus que ça. Là, c'était la section finale, en gros, mais il y a aussi une section qui détaille davantage les enjeux présentés. Vous avez aussi, encore une fois, je le rappelle, la proposition de charte de la citoyenneté à l'ère du numérique qui est contenue dans l'avis. Donc, je vous invite tous à en prendre connaissance. Et on est les 4 là pour répondre à vos questions pour la suite. Merci beaucoup.